La science politique est une discipline stratégique qui devrait être incontournable à une période où il est nécessaire de trouver un second souffle pour la sécurité routière. Force est de constater que le nouveau Conseil national de sécurité routière n'a pas cru bon de nommer l'un des chercheurs de cette discipline au comité des experts. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Fabrice Hamelin, l'un des représentants de cette discipline. Bonjour Fabrice Hamelin. Bonjour. Après le laisser-rouler mortifère des années 60, 18 000 tués sur nos routes en 1971, les pouvoirs publics vont mettre en place les premières mesures de sécurité routière dans notre pays. Qu'en pensez-vous ? Ne serait-ce que la notion de laisser rouler est intéressante, puisque ça montre que les pouvoirs publics peuvent très bien choisir de ne pas intervenir. Et effectivement, c'est ce qui a été le cas pendant très longtemps, c'est-à-dire bien après la massification du recours à l'automobile, qu'on peut dater des années 1950-1960. Effectivement, on va devoir attendre 1970 pour avoir une vraie politique de sécurité routière. Ce laisser rouler, il renvoie, on va dire, au laisser faire, dans soit une dimension idéologique. L'État n'a pas à intervenir, laissons aux conducteurs la responsabilité de leur comportement. Ça, c'est un point intéressant parce que je pense qu'une partie des acteurs de la sécurité routière défendent cette position aujourd'hui. Il y a une autre manière de concevoir le laisser rouler qui va être de prendre en compte finalement les différentes interventions des pouvoirs publics et de dire que finalement la sécurité routière peut à un moment donné, pour des raisons externes, être reléguée, on va dire un petit peu plus bas sur l'agenda politique. Et finalement, là aussi, je crois qu'aujourd'hui, c'est une critique que font un certain nombre d'acteurs en reprochant au gouvernement peut-être de délaisser la politique de sécurité routière au profit d'autres politiques. Et puis, il y a une troisième, en dimension importante, c'est on peut avoir des acteurs qui, à un moment donné, convergent pour inciter l'État à ne pas intervenir. Et c'est peut-être le cas du moment que vous évoquez, où, dans un contexte de croissance, de reconstruction de l'économie française, finalement, le pouvoir gaulliste, les constructeurs automobiles, les syndicats de travailleurs vont se mettre d'accord pour ne pas trop contraindre finalement les constructeurs automobiles parce qu'il y a des enjeux politiques, des enjeux en termes de travail derrière. Les années 70, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, l'État considère que la sécurité routière, c'est son affaire. C'est l'affaire de l'État. Donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir les premières lois, le port de la ceinture, la généralisation des limitations de vitesse, l'interrogation sur un taux d'alcoolémie à ne pas dépasser par exemple. Et puis c'est aussi le moment où on construit une administration dédiée, donc des professionnels de la sécurité routière, des experts qui vont se mettre en place. Ça, c'est les années 70. Les années 80, décentralisation. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi dans notre histoire, parce que ça veut dire que l'État, tout d'un coup, va transférer un certain nombre de compétences, y compris dans le domaine de la sécurité routière, à d'autres acteurs. Donc la société civile organisée, mais aussi les collectivités territoriales. Donc ça veut dire que l'État, quelque part, va se désengager au profit de la société dans ce domaine-là. Avec les résultats qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on va arriver à la fin des années 90 avec un nombre de tués qui reste relativement élevé, qui a stagné pendant très longtemps. Et finalement, la période importante récemment pour la politique de sécurité routière, que sont les années 2000, c'est une reprise en main, quelque part, par l'État, de la politique de sécurité routière. Reprise en main à travers le vote de nouvelles lois, qui vont être des lois importantes, mais aussi à partir de l'utilisation de nouveaux outils et de nouvelles technologies. Les radars automatiques, par exemple. Et donc on peut se demander si aujourd'hui, depuis 2010-2012, on n'est pas rentré finalement dans une nouvelle période qui devient beaucoup plus compliquée pour l'État, qui se marque par une stabilisation et, comme vous l'avez dit, une remontée du nombre des tués sur les routes. Et cette période est intéressante parce que les acteurs ont changé. De nouveaux acteurs sont apparus au fil du temps. De nouveau, on peut dire effectivement qu'on va faire confiance notamment à des produits du marché. Un certain nombre d'acteurs ont fait le reproche au gouvernement d'avoir renoncé, en tout cas d'être en retrait
en matière de politique de sécurité routière. En même temps, il y a l'apparition de nouveaux acteurs qui n'étaient pas présents lors de la période précédente. Il y a un autre changement important qui est la repolitisation, me semble-t-il, du problème de la sécurité routière, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'acteurs politiques, je pense notamment à des élus, notamment on va dire de la droite populiste, vont reprendre effectivement ce thème et y voir un enjeu auprès de la population et notamment auprès de l'opinion publique. Et puis l'action de l'État va se trouver confrontée au marché et notamment à de nouveaux produits mis sur le marché. On peut citer quelques exemples. Il y a des avocats, par exemple, qui vont se spécialiser pour répondre effectivement aux instruments mis en place par l'État. On va avoir aussi le recours à des nouvelles technologies. On va fabriquer des instruments d'aide ou d'assistance à la conduite qui vont aussi indiquer ou aider à repérer l'action des forces de l'ordre. Et puis les nouvelles technologies avec des applications qui peuvent être mises sur son téléphone et qui vont là aussi donner des indications sur la présence ou non de forces policières. Quels sont les outils qui peuvent être mobilisés par les pouvoirs publics pour améliorer la sécurité routière ? Alors ces outils sont extrêmement nombreux. Ça c'est une chose qu'on n'a peut-être pas en tête, mais en fait la boîte à outils gouvernementale est extrêmement bien remplie et remplie d'outils extrêmement divers. Si on prend le cas du téléphone au volant, dont on s'est aperçu très tôt des risques qu'il faisait courir aux conducteurs, le gouvernement il peut agir soit avec la loi générale. Par exemple, on sait qu'il y a un certain nombre de comportements qui sont des comportements à risque, se recoiffer quand on conduit, mais téléphoner aussi. On peut mettre en place des lois qui soient des lois plus spécifiques, les lois de kit main libre, par exemple, qui ont été une partie de l'histoire de la prise en compte de ce risque-là par les pouvoirs publics. Mais l'État peut aussi utiliser ses moyens financiers pour mettre en place des campagnes de communication. Par exemple, il peut bien entendu aussi à un moment donné contrôler et donc sanctionner, mettre en place des contraventions, par exemple. Donc finalement, l'État, sur un problème, il a de nombreux outils à sa disposition. Ce qu'il faut simplement avoir bien en tête, c'est qu'il ne peut pas choisir par hasard. Il y a deux éléments extrêmement importants, le contexte d'une part, et puis la représentation, qui va aussi accompagner l'usage d'un outil. La représentation, je vais donner un exemple là aussi très simple. Le conducteur qui ne respecte pas les règles de conduite, on peut considérer que c'est un délinquant. Il n'a pas mis sa ceinture de sécurité routière, il roule trop vite, il a peut-être consommé des substances problématiques comme de l'alcool, par exemple. Si on définit effectivement le problème comme étant un problème de délinquance, on va plutôt avoir tendance à faire appel à des outils particuliers. L'éducation, par exemple, on va chercher à éduquer le conducteur, ou alors le contrôle et la sanction. On va contrôler la conduite et puis éventuellement pénaliser le conducteur qui enfreint la règle. Donc une représentation particulière va conduire à des outils particuliers. Et évidemment, on sent très bien que certains acteurs vont plutôt adhérer à cette définition-là. Je pense à des associations qui veulent défendre les victimes de la route, par exemple. Je pense au ministère de l'Intérieur. Mais il y a une autre représentation, par exemple, du conducteur, qui est de dire le conducteur, il a affaire à un système de conduite qui est extrêmement complexe. Il doit maîtriser son véhicule, il doit bien comprendre son environnement, il peut aussi être fatigué à un moment donné, avoir des préoccupations. C'est le cas de la maman qui est un petit peu en retard, qui va chercher son enfant et qui tout d'un coup accélère un petit peu ou alors refuse la priorité à droite et c'est le drame. Donc là, on n'a pas la même définition du conducteur. Ce conducteur-là, ce n'est pas un délinquant. C'est un conducteur qui est défaillant et qui a peu de chances d'éviter ces défaillances. À ce moment-là, on peut envisager d'autres outils d'action publique, par exemple les outils d'aide ou d'assistance à la conduite. Et cette vision-là, c'est celle des experts de la sécurité routière, par exemple en France, qui ont en face d'eux un système complexe qu'il faut gérer. Et ça veut dire qu'on peut favoriser le développement d'outils d'assistance à la conduite par des subventions, par exemple, par des aides financières. Donc la représentation du problème et de ce qui est à son origine va peser fortement sur les politiques que l'on met en place. Une autre dimension importante, c'est le contexte. La loi kit main libre,
qui a été longtemps critiqué, et à juste titre, hein, par une grosse partie, on va dire, des spécialistes de la sécurité routière. Simplement, la plupart des gouvernements ont évidemment autorisé le port de l'oreillette et interdit le téléphone tenu en main. Comment l'expliquer? Tout simplement par un contexte où on sait que vont se développer les smartphones, et donc va se développer l'usage de ces outils-là, où on sait que les constructeurs automobiles et un certain nombre d'équipementiers vont peut-être faire pression pour empêcher, on va dire, une interdiction totale de l'utilisation du téléphone. Donc on a là finalement une loi qui est une loi mauvaise, une loi de compromis, mais qui se comprend dans un contexte et qui permet au moins une première intervention qui va être tout simplement de communiquer sur le risque que prennent les conducteurs en téléphonant. Le gouvernement, il doit jouer avec une combinaison d'instruments. Là aussi, je vous donne un exemple très simple. La réussite de la politique de sécurité routière au cours de la décennie 2000-2010, on l'attribue au radar automatique. En fait, le radar automatique, c'est évidemment le radar qui va permettre de limiter l'excès de vitesse. On va pas contrôler 20 km au-dessus de la limite autorisée. On va pouvoir contrôler le conducteur qui dépasse de 5 km/h la vitesse autorisée. Donc il y a la fiabilité et la technicité de l'outil. Mais c'est aussi l'automaticité. L'automaticité, c'est aussi une manière de sortir du jeu un certain nombre d'acteurs, dont les forces de l'ordre, dont on a pu estimer qu'ils étaient peut-être trop indulgents à l'égard des conducteurs qui enfreignaient les limites de vitesse. Et puis il y a deux autres instruments ou deux autres outils qui sont très importants, qui sont le permis à points et les stages de récupération de points. Ce sont eux qui vont effectivement faire le succès des radars automatiques parce que effectivement ça permet de sanctionner la récidive et puis les petites infractions. On va perdre 1 point, 2 points, 3 points. Donc ça permet au conducteur de gérer son stock de points, ça lui permet peut-être de faire des stages de récupération de points si nécessaire. Donc finalement la réussite, c'est la combinaison de ces 4 éléments, sachant que le permis à points a été adopté en 1989, mis en œuvre en 1992, donc soit 10 ans avant les radars automatiques. Et c'est à partir de 2002 que l'ensemble de la combinaison va fonctionner. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2010, cette combinaison fonctionne beaucoup moins bien. Et ce n'est pas tellement la contestation en fait, des radars au bord des routes ou des radars utilisés dans les voitures en circulation qui va être contestée, c'est le permis à points, la perte de points sur le permis, l'éventualité de perdre la totalité du permis à points, l'éventualité de perdre son travail ensuite et peut-être même avoir des ennuis familiaux. C'est le discours d'un certain nombre de journalistes ou d'ouvrages médiatiques qui vont évidemment être contestés et à juste raison par un certain nombre d'experts. Mais en tout cas, la contestation, elle va porter finalement sur l'outil qu'on voit le moins, le permis à points, et la possibilité de récupérer ou non rapidement des points. L'acceptabilité nous a été opposée ces dernières années pour contrer la mesure priorisée par les experts du Conseil national de sécurité routière, à savoir le passage de 90 à 80 km/h sur ces routes où il y a 56% des tués. Pouvez-vous nous parler de ce concept d'acceptabilité ? Il faut d'abord avoir en tête que c'est simplement le produit d'une mesure particulière opéré grâce à un outil qui est le sondage d'opinion publique. Donc c'est d'abord un outil extrêmement utile. On sait que la réussite ou l'échec d'une politique publique aujourd'hui, bien entendu c'est lié à son efficacité, elle obtient des résultats, mais on sait aussi que c'est lié à son acceptabilité, c'est-à-dire au fait que la mesure ne va pas rencontrer de résistance de la part des usagers. Bon, maintenant, donc c'est utile scientifiquement, maintenant c'est aussi une notion fourre-tout, et c'est une notion qui va être utilisée dans un jeu de controverses politiques et pour soit justifier une mesure ou au contraire peut-être empêcher finalement ou expliquer pourquoi on n'adopte pas cette mesure, l'opinion publique n'y serait pas favorable. D'un point de vue scientifique, nous, on va plutôt effectivement essayer de regarder l'acceptabilité de manière plus large, notamment on va s'intéresser à l'acceptabilité politique, parce que finalement, ce sont quand même les élus qui décident
qui votent les lois. Donc les premières résistances, elles peuvent aussi venir d'elles. Donc ça, c'est un point qui est quand même important. Il y a autre chose qui est important, c'est l'acceptabilité professionnelle. Je reprends l'exemple par exemple des radars automatiques. On sait très bien que le voyageur de commerce, la personne qui passe beaucoup de temps sur la route, elle va s'équiper. Elle va budgéter un stage de récupération de points, elle va adopter un outil d'aide à la conduite. Donc c'est une forme de résistance. Donc finalement, c'est aussi extrêmement important de savoir comment ces destinataires-là de la politique vont réagir. Donc c'est peut-être ça le plus important, l'acceptabilité politique, l'acceptabilité professionnelle. L'acceptabilité sociale, je l'ai dit, elle a finalement tous les défauts qui sont les défauts du sondage d'opinion publique. Tout dépend de la question que l'on pose, tout dépend de la connaissance que les gens peuvent avoir de cette question. Donc peut-être qu'il faudrait que les gouvernements qui posent la question de l'acceptabilité sociale d'une mesure commencent par communiquer, expliquer et travaillent à faire finalement accepter une solution, un dispositif dont les travaux scientifiques auraient montré l'utilité et les résultats. Que faudrait-il pour sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes depuis 3 ans actuellement? Il y a encore des axes d'interrogation. Aujourd'hui, on sait que la réussite d'une action publique dépend aussi de la manière dont les décideurs, mais aussi par exemple les agents qui mettent en œuvre cette politique, s'en saisissent. Donc il y a effectivement encore un travail de connaissance de la mise en œuvre de l'action publique de sécurité routière qui est à faire. Je pense que nous sommes en droit, nous aussi, en tant que citoyens, d'avoir des évaluations, par exemple, des mesures qui sont prises. Et une discipline comme la science politique, justement, c'est elle qui va essayer de comprendre comment les décisions sont prises, pourquoi on fait le choix de telle combinaison instrumentale, pourquoi elle fonctionne à un moment donné, pourquoi elle échoue à d'autres, et puis elle peut aussi être capable d'évaluer l'action publique telle qu'elle est mise en œuvre, et à partir de là, permettre de la réorienter, et puis sans doute de l'améliorer et d'obtenir les résultats souhaitables ou souhaités. Merci d'avoir bien voulu répondre à toutes nos questions. Merci à vous. Et à bientôt pour un prochain entretien. Au revoir.